Je donne la parole à son Excellence Charles Flanagan, ministre des Affaires étrangères et du Commerce de l'Irlande. Mr. Chairman. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai l'immense honneur de représenter l'Irlande aujourd'hui à l'Assemblée générale. Malheureusement, nous nous réunissons à un moment dangereux pour l'histoire du monde. Les délégués qui sont présents ici sont confrontés à un monde grevé de difficultés. Mais ces difficultés peuvent être surmontées si nous agissons de manière concertée, avec un leadership fort ici aux Nations Unies. Les Nations Unies doivent en effet être à l'avant-garde des efforts pour éliminer le terrorisme là où il s'épanouit, pour préserver la souveraineté des États lorsqu'elle est menacée et pour promouvoir et protéger la paix et les droits de l'homme là où ces composantes essentielles de la dignité humaine et du bonheur font défaut. J'aimerais aujourd'hui aborder surtout les conflits qui frappent le Moyen-Orient et l'Europe orientale et j'aimerais également refléter la politique étrangère de mon pays. Premièrement, le dialogue et le compromis en tant que solution aux conflits insolubles, ou qui semblent l'être, entre les peuples. Deuxièmement, le respect de l'état de droit et de la solidarité au sein de la communauté internationale lorsqu'un État démocratique est menacé. Troisièmement, un engagement vigoureux en faveur du maintien de la paix tout en préservant la neutralité militaire irlandaise. Quatrièmement, l'importance critique du développement. Et enfin, dernier point, mais non des moindres, la promotion des droits de l'homme, particulièrement les droits des minorités, des femmes et des jeunes filles dans ce monde troublé. J'aimerais d'abord commencer par parler de l'importance de la réforme des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, le monde est aujourd'hui ravagé par des guerres, par des attentats terroristes. Le nombre de victimes et de réfugiés ne cesse d'augmenter, des innocents sont massacrés, des enfants souffrent, des adultes sont vulnérables en Irak, en Syrie, à Gaza, en Ukraine et dans d'autres conflits qui sont constamment sur Internet, à la télévision ou à la radio. Ceux que nous représentons ici attendent des Nations Unies qu'elles puissent agir. Malheureusement, trop souvent, ce qu'ils voient, c'est une institution qui est paralysée dans des situations où elle devrait être décisive et forte. Ce n'est pas que nous ne disposons pas des instruments nécessaires. Les nombreuses réalisations de notre organisation montrent qu'elle est capable d'agir de manière décisive et efficace lorsque la volonté politique est là pour que les Nations Unies puissent relever tous ces défis complexes et graves qui dominent cette année l'Assemblée générale. L'ONU doit revoir ses méthodes de travail et ses priorités. Les ressources doivent aller au domaine où les besoins sont les plus grands et utilisés à bon escient. De nouvelles approches doivent être adoptées au Conseil de sécurité. L'Irlande et ses partenaires ont promu de telles approches dans le cadre du groupe Responsabilité, Cohérence et Transparence. L'Irlande aimerait que le Conseil de sécurité abolisse le droit de veto et nous saluons l'initiative de la France appuyée par le Mexique qui vise à réglementer l'utilisation de ce droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité. Nous pensons aussi que la composition du Conseil de sécurité devrait refléter de manière plus fidèle les équilibres régionaux ainsi que les réalités actuelles en matière de poids démographique et économique dans le monde. Au Moyen-Orient, la situation est plus grave que jamais. En tant qu'État membre, nous devons faire davantage pour aider les Nations Unies dans ces efforts vitaux en Syrie et pour répondre aux nombreuses catastrophes humanitaires auxquelles se heurte la région. J'aimerais rendre hommage ici au rôle héroïque de l'UNRWA et à son personnel dévoué et courageux à Gaza, dont 11 personnes ont tragiquement perdu la vie lors du conflit terrible qui a ravagé Gaza récemment. Nous avons tous une dette envers Pierre Craneboul et ses collègues qui ont apporté une aide indispensable au peuple gazaoui pendant des années. Notre objectif doit être de veiller à ce qu'il n'y ait pas de retour au cycle récurrent de violence auquel nous avons assisté à Gaza et dans le sud d'Israël, à 3 reprises maintenant, et surtout en juillet et en août, dont les répercussions ont été dévastatrices. Chaque cycle de violence semble durcir les attitudes des deux côtés du conflit, et pourtant nous savons que tout le monde devrait vouloir la paix. Nous reconnaissons aujourd'hui qu'une paix pérenne nécessite d'extirper les causes profondes du conflit.
les restrictions qui sont appliquées aujourd'hui à Gaza dans le cadre du blocus depuis 7 ans doivent être levées. Et il faut également que tous les Israéliens et les Palestiniens soient assurés qu'ils ne seront pas soumis à une violence aveugle, que cette violence vienne des roquettes ciblant Israël ou des frappes de rétorsion dont les répercussions sont dévastatrices et qui visent la population civile à Gaza. Il faut aujourd'hui parvenir à une paix globale entre Israéliens et Palestiniens. En fait, je pense que la plupart des Israéliens et des Palestiniens reconnaissent que la seule base pour la paix et la sécurité entre eux tient à la réalisation d'une solution juste et négociée, basée sur l'existence de 2 États. Il est vital aujourd'hui que toutes les mesures et politiques qui pourraient entraver cette perspective soient évitées. Une vision claire des compromis difficiles nécessaires aujourd'hui pour réaliser une paix pérenne entre les Israéliens et les Palestiniens semble ne pas pouvoir se concrétiser. Et aujourd'hui, en Syrie, la situation est encore plus difficile. Depuis 3 ans et demi, près de 200 000 personnes ont perdu la vie aux mains à la fois de l'État et des groupes militants qui s'affrontent dans ce conflit. La solution à la guerre civile syrienne n'est pas une solution militaire. C'est pourquoi j'insiste vivement pour que la communauté internationale appuie l'envoyé spécial M. Di Mistura dans ses efforts de promotion d'un règlement politique fondé sur les principes du communiqué de Genève de juin 2012. La violation flagrante du droit international par toutes les parties au conflit syrien doivent être renvoyées à la Cour pénale internationale. Toutes les parties, en particulier le régime d'Assad, doivent se conformer à leurs obligations au titre des résolutions 2165 et 2139 du Conseil de sécurité. Toute obstruction aux efforts humanitaires vitaux doivent cesser. Car aujourd'hui, les communautés sont assiégées et on essaye de les affamer pour les soumettre, ce qui est inadmissible. La résurgence de l'extrémisme à laquelle nous assistons dans toute la région est également une source de vive préoccupation. Le bain de sang et les actes ignobles commis par le IL en Syrie et en Irak choquent toutes les populations civilisées du monde entier. La destruction et le déplacement des communautés chrétiennes du nord de l'Irak sont terrifiants. Les décapitations, la violence sexuelle barbare perpétrée à l'encontre des femmes et des filles, la corruption qui permet de mettre des armes militaires dans les mains d'enfants, la prise pour cible de personnes sur la base de l'ethnicité ou de la religion, qu'ils soient chrétiens, yézidis, kurdes, sunnites, chiites ou juifs, tout ceci nous renvoie à une mentalité et à une culture que nous pensions révolue. La montée de l'EIL, les activités terroristes d'Al-Qaïda qui se perpétuent, la montée en puissance de Boko Haram, tout ceci met en évidence que nous ne pouvons pas être complaisants aujourd'hui au sein de la communauté internationale. Nous devons nous unir et nous mobiliser pour confronter cette menace et nous devons le faire en ayant conscience de l'urgence de la situation. L'Ukraine aujourd'hui connaît la crise politique la plus dangereuse qui ait frappé l'Europe depuis des décennies. La situation en Ukraine a des répercussions profondes sur la viabilité et l'avenir du système international qui est fondé sur l'état de droit. Les actes de la Fédération de Russie, d'abord en Crimée et ensuite en Ukraine de l'Est, donc dans l'Est de l'Ukraine plutôt, contreviennent clairement aux accords internationaux signés par ce pays. Nous devrions savoir que la violence abominable qui est infligée à des civils innocents en Ukraine depuis des mois est aujourd'hui inadmissible. Il ne saurait y avoir de solution militaire à cette crise non plus. Nous appuyons fermement la voie du dialogue politique et nous saluons le plan de paix présenté par le président Poroshenko. L'accord de Minsk, signé plus tôt ce mois-ci, est une source d'espoir dans le groupe de contact. Une solution politique doit se fonder sur le principe du respect de la souveraineté de l'Ukraine, avec des garanties claires sur la sécurité des frontières, le désarmement des groupes illégaux et le retrait des forces étrangères. Monsieur le Président, l'Irlande a depuis toujours participé aux missions de maintien de la paix dans le monde entier, ce depuis 1958. Nos troupes ont apporté une contribution importante à la paix et à la sécurité internationale. 82 d'entre eux ont d'ailleurs payé
cela de leur vie. Et je saisis cette occasion pour saluer et rendre hommage à tous ceux qui sont tombés dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis la dernière Assemblée générale. Aujourd'hui, près de 370 hommes et femmes irlandais sont engagés dans des missions de maintien de la paix dont l'essentiel se trouve au Moyen-Orient. Et c'est un environnement extrêmement difficile et hostile dans lequel ils opèrent. Nous attachons la plus haute importance à la sûreté et à la sécurité de notre personnel, tout comme le département des opérations de maintien de la paix. Nous saluons l'annonce faite par le secrétaire général quant à l'examen des opérations de maintien de la paix. Il faut veiller à ce que l'ONU puisse promouvoir la paix et la stabilité dans le monde. Et vous pouvez être sûr que les femmes et les hommes irlandais continueront de porter fièrement les bérets bleus au service des Nations Unies afin de promouvoir un monde meilleur. La semaine dernière, lors du sommet accueilli par le secrétaire général Ban et le vice-président Joe Biden des États-Unis, j'ai eu l'honneur d'annoncer une initiative emmenée par mon gouvernement qui vise à mettre en place un nouveau programme de formation des soldats de la paix africains. Nous mettrons l'accent sur la protection des civils, la problématique homme-femme, les droits de l'homme et la logistique en matière de formation. La participation pleine et entière des femmes est également essentielle pour bâtir des sociétés pacifiques et stables. En effet, les femmes sont des agents clés du changement et devraient donc participer pleinement à la paix et à la sécurité. La volonté politique est un élément crucial à cet égard. La résolution 1325 du Conseil de sécurité est un jalon qui reconnaît cette réalité et les résolutions ultérieures, la plus récente d'entre elles étant la résolution 2122, démontrent notre détermination pour ce qui est de la poursuite de notre objectif, à savoir la participation pleine et entière des femmes au processus politique. Nous prévoyons de mettre l'accent sur le fléau de la violence sexuelle dans les conflits armés. Mais nous devons surtout traduire nos engagements en actions concrètes. Parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes nécessite un engagement de la part de tous, hommes et femmes. C'est un engagement que l'Irlande a pris et nous en sommes fiers. En janvier prochain, nous allons lancer en effet notre deuxième plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité. Ce qui fait partie intégrante d'un engagement plus global pour veiller à ce que les femmes et les jeunes filles puissent réaliser pleinement leur potentiel à l'abri de la peur, pour qu'elles puissent prendre pleinement leur place à la table des décisions, où sont prises les décisions. Monsieur le Président, la menace que pose l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest nous rappelle que toutes les difficultés auxquelles nous nous heurtons ne sont pas provoquées par des hommes. L'Irlande répond à l'épidémie au Libéria et en Sierra Leone. Et la résolution 2177, coparrainée par 130 États membres, est la preuve du sérieux avec lequel le monde réagit face à ce problème. 2015 sera une année cruciale dans la lutte contre la pauvreté extrême et la faim. Nous n'avons plus que 15 mois pour optimiser les résultats au titre des OMD et 12 mois nous restent pour négocier un nouveau cadre de développement international. Un tel cadre doit marquer un véritable changement de paradigme en matière de développement durable, avec des cibles claires et ambitieuses pour espérer mettre fin à la pauvreté extrême, à la faim et à la malnutrition en une seule génération. L'Irlande joue à cet égard un rôle important et nous continuerons de jouer ce rôle. La faim, les retards de croissance, la mortalité maternelle sont inacceptables dans un monde d'abondance. Et je me réjouis du fait que la semaine dernière, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution coparrainée par l'Irlande sur la mortalité et la morbidité évitable des enfants âgés de moins de 5 ans. En effet, il est déplorable que près de 6,6 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année du fait de maladies évitables et curables. L'Irlande travaille avec ses partenaires en Afrique pour répondre à l'impact dévastateur du changement climatique, notamment sur les petits exploitants. Et la semaine dernière, nous avons rejoint l'Alliance pour l'agriculture intelligente dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Jeudi, j'ai co-accueilli une réunion ici aux Nations Unies pour appuyer le secrétaire général dans ses efforts d'éradication de la faim. Et à Dublin, l'UNICEF Irlande m'a permis de rencontrer les jeunes Irlandais qui nous appellent à renforcer nos efforts. Ils m'ont rappelé qu'il s'agissait d'eux, et ce dans leurs propres termes. L'engagement de l'Irlande en faveur d'un monde plus égalitaire, plus inclusif et plus durable pour les enfants de demain
est d'ailleurs démontré dans la pratique grâce à notre programme de développement et à notre travail de partenariat en Afrique subsaharienne. Malgré les circonstances économiques très difficiles des dernières années, nous sommes fiers d'avoir stabilisé le financement pour les programmes d'aide. Mettre fin à la pauvreté à la faim demeurant des priorités pour nous. Des femmes et des hommes courageux dans le monde entier aujourd'hui sont en train de lutter pour faire respecter les droits de l'homme et défendent les opprimés, ceux dont les voix sont inaudibles. Je salue le courage de ces défenseurs des droits de l'homme et je m'engage à ce que l'Irlande continue à travailler d'arrache-pied pour que les Nations Unies et l'Union européenne les appuient dans leurs efforts. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme, l'Irlande vise à souligner la contribution importante de la société civile à la promotion des droits de l'homme et à l'édification de sociétés démocratiques. La semaine dernière, le Conseil a adopté par consensus une résolution historique coparrainée par l'Irlande, appelant les États à créer et à maintenir un environnement sûr et propice aux activités de la société civile. Nous condamnons toutes les formes de persécution et de discrimination fondées sur la religion ou les croyances. La persécution des chrétiens et d'autres minorités au Moyen-Orient et la résurgence de l'antisémitisme, en particulier dans un certain nombre de pays européens, sont en effet des causes ou des sources de vives préoccupations pour moi. Trop souvent, au fil de l'histoire, le monde a fermé les yeux sur la discrimination des minorités vulnérables lorsque celles-ci étaient prises pour cible, ce qui constitue un prélude à des conflits plus graves. Sur une note plus positive, je pourrais vous dire aujourd'hui qu'en tant qu'ancien ministre des Enfants et des Jeunes, j'ai eu l'honneur, particulièrement la semaine dernière, de ratifier le 3e protocole facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant, réaffirmant l'engagement de mon gouvernement dans ce domaine. Pour conclure, Monsieur le Président, je pense que pour que cette organisation noble soit le plus efficace possible, pour qu'elle soit une force pour la paix, avec le potentiel qu'elle mérite, nous devons agir ensemble. Les réalisations de l'organisation dans des domaines tels que le maintien de la paix, le règlement des conflits, le développement et l'action humanitaire, efforts auxquels l'Irlande est fière de contribuer, devraient renouveler notre foi en notre capacité d'agir ensemble et nous inspirer pour relever les défis qui se posent aujourd'hui et ceux que nous réserve l'avenir. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de l'Irlande.